Bonjour et bon dimanche, très chers compatriotes, très chers Congolais, où vous êtes. Nous poursuivons dans la lecture. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Chancela Tchala, journaliste de formation. Depuis un certain temps, je partage avec des compatriotes qui veulent le savoir la connaissance sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui est une région en proie à des atrocités qui sont simplement des intentions belliqueuses de Paul Kagame et de Museveni Kaguta traduisent en expression. Plus de 10 millions de personnes déjà tuées depuis 30 ans aujourd'hui dans l'est de la RDC, plus de 500 femmes violées, éventrées et massacrées sans compter des enfants, des mineurs qui se font recruter abusivement de force pour intégrer ces groupes armés étrangers soutenus par le Rwanda et par l'Ouganda. On était au niveau du premier chapitre qui était intitulé La méthode rwandaise pour masquer l'invasion du Congo-Zaïre ou simplement l'invasion du Congo-Zaïre par l'armée rwandaise. Je poursuis avec la lecture et ses partages. De votre côté, faites la même chose, partagez la vidéo avec vos connaissances et prenez le temps d'en discuter et écrivez-nous en commentaire ce que vous pensez, mais aussi n'hésitez pas de pouvoir nous faire remarquer vos suggestions. En présentant les réfugiés Hutus de façon globale et indifférenciée comme des génocidaires, Paul Kagame et ses soutiens ont immédiatement empêché toute interrogation sur cet afflux massif de Rwandais au Zaïre. Ils ont en outre privé ces populations en détresse de la compassion et du soutien dont elles avaient nécessairement besoin conformément aux conventions internationales. En somme, pourquoi soigner les génocidaires ou avoir de l'empathie pour des gens qui seraient, selon Paul Kagame et ses soutiens, dépourvus d'humanité? C'est question de l'écrivain ici. C'est en fait le rejet et l'abandon de ces populations civiles innocentes que le régime Tutsi de Kigali a imposé à la communauté internationale pendant toute cette période tragique. Ce fut un succès remarquable puisque cette idée que le Hutu égale génocidaire est désormais ancrée dans les esprits au point de l'acquittement de Hutus membres du gouvernement déchu des années plus tard n'a pas changé cette perception dans les faits ni même au sein des institutions en Occident. Concrètement, les discours accusateurs de Paul Kagame à l'encontre de ces réfugiés est devenu parole d'évangile dans les médias occidentaux et diverses organisations humanitaires l'ont célébré avec lui. Il est encore très difficile de questionner ces discours tant que ces réfugiés font désormais figure des repoussoirs. En quelque sorte, peuple congolais, l'écrivain Charles Onana est en train d'expliquer ici que depuis qu'il y a eu des massacres de Rwandais au Rwanda là-bas, les Hutus qui ont fui parce que normalement les Hutus étaient au pouvoir et c'est quand leur président a été tué dans un avion par Paul Kagame et compagnie que les Hutus se sont sentis en danger désormais avec l'arrivée du Front patriotique rwandais à l'époque dirigé par Paul Kagame et consorts. Les Hutus qui fouillaient les atrocités qui ont été initiées par Paul Kagame à son arrivée à la tête du Rwanda se sont réfugiés à l'est du Congo. Et même à l'est du Congo, Kagame, à travers son discours rempli des mensonges et des haines à l'encontre de Hutus, a utilisé ces discours-là comme un argument fondamental, en tout cas par rapport à lui. La communauté internationale l'a cru aussi, la communauté a accepté ces discours montés de toutes pièces par Kagame, qui selon Kagame, tout ce qui est Hutu est génocidaire. Et pourtant, il y a des Hutus qui, même à l'heure où j'ai fait cette vidéo, partagent les pouvoirs avec Kagame, qui sont d'accord avec les atrocités que Kagame commet à l'est de la RDC. Ça veut dire simplement que pour questionner ces discours ou cette initiative frauduleuse montée toutes pièces et propagée par Kagame contre le Hutu, c'est devenu un sérieux problème. Personne n'en peut plus en parler, personne ne peut plus questionner les passés, personne ne peut plus chercher à savoir est-ce que tous les Hutus égalent aux génocidaires, est-ce que dans les Hutus là, est-ce qu'il n'y a pas de Tutsis? Est-ce que, et toutes ces questions-là méritent d'être posées. Malheureusement, avec Kagame et son réseau mystique des tueurs en série dans le monde entier, n'acceptez pas que les gens ou les chercheurs ou les écrivains, tout ce que vous voulez, ne puissent questionner le passé.
Il suffisait pourtant de constater que ces femmes enceintes, ces enfants épuisés et ces vieillards fatigués qui franchissaient quotidiennement la frontière zaïroise étaient chassés de leur pays par les armes et qu'ils ne pouvaient être présentés ni comme un dégât collatéral du génocide rwandais, ni comme une foule de génocidaires. Il suffit d'observer, ou il suffisait, parce que c'est déjà passé, il suffisait d'observer que des gens, ils fouillaient, pas parce qu'ils avaient quelque chose à voir avec l'arrivée des Kagame, ou pas parce qu'ils étaient un point d'achoppement ou un pion d'achoppement pour Kagame, mais simplement parce que Kagame ne voulait plus voir les Hutus au Rwanda. Kagame voulait s'imposer comme Tutsi avec son pouvoir, et clairement, il a réussi à le faire parce que ça fait 30 ans désormais qu'il est là, et voilà, il n'est pas chassé, même la communauté internationale n'en parlait pas, pendant que des pays comme la RDC sont menacés aux approches des élections. La communauté internationale sort des discours ou des communiqués, les élections crédibles, inclusives, les élections démocratiques, et pourtant au Rwanda, ça fait plus de 25 ans qu'il n'y a pas des élections. Kagame est là et il ne fait que se succéder à soi-même et personne n'en parle. C'est comme ça que j'ai dit, au lieu que le Congolais continue à se plaindre, nous devons nous mobiliser et changer des discours, changer des méthodologies, changer des façons de faire les choses et nous assurer que nous avons des armes désormais capables de pouvoir renverser la donne de choses. Je continue. C'est en examinant la stratégie militaire des troupes de Paul Kagame que cette vision des choses apparaît totalement fausse. Tout est devenu clair lorsque nous avons commencé à analyser, à la suite des chercheurs américains Alan Stam et Christian Davenport, des mouvements des troupes sur les terrains ainsi que la stratégie militaire utilisée par Paul Kagame et ses hommes. La technique du harcèlement militaire et de l'encerclement des populations pour les diriger vers le Congo-Zaïre et les fixer au Kivu répondait manifestement à un objectif politique précis dont les grandes lignes furent définies par Paul Kagame avant les opérations. Pour conforter cette analyse, il est nécessaire d'observer les cartes des services de renseignement des États-Unis, notamment celle de la CIA, montrant que le déploiement militaire des troupes du FPR sur les territoires rwandais a méthodiquement contraint les populations rwandaises, toutes ethnies confondues, à fuir vers les Zaïre. Ici, il dit clairement que la stratégie était de pousser tous ceux qui se sentaient en insécurité allaient du côté du Zaïre, parce que ça a commencé au niveau de l'Est du Rwanda. L'Est du Rwanda, c'est à la frontière avec la Tanzanie et non avec la RDC. Maintenant, Kagame a fermé la frontière avec la Tanzanie pour empêcher à ce que ces Rwandais-là aillent en Tanzanie. Parce qu'il fallait qu'il y ait suffisamment de personnes qui traversent du côté de la RDC pour qu'aujourd'hui, ceci soit justifié, ce qui se passe à l'est du Congo soit justifié par Paul Kagame. Il a fermé la frontière du côté de l'est du Rwanda pour ramener tous ces gens-là au côté du sud-ouest pour les permettre de rentrer au Zaïre. Et une fois au Zaïre, comme l'écrivain Onana essaye de le dire, il suffit d'aller sur des cartes du Kivu et du Rwanda dans la frontière avec la RDC là-bas pour voir au niveau de la frontière ce qui a été dit par la CIA, ce qui a été dessiné dans la carte ou sur la carte et par la CIA pour comprendre que tout a été stratégiquement défini. Il fallait empêcher à ce que les gens s'évadent ou que les gens soient éparpillés dans d'autres pays en dehors de la RDC. Il fallait les encadrer, les encercler et les pousser en quelque sorte à atterrir sur le sol congolais comme ça a été le cas aujourd'hui. L'examen ce n'est pas dans un second temps qu'ils inciteront les populations Tutsi à revenir à Kigali. Toujours sur la même carte, il faut aller voir la carte. L'examen de ces cartes de renseignement militaire français confirme bien cette réalité. Il s'agit à la fois d'une logique implacable de conquête territoriale à l'intérieur du Rwanda et d'une expulsion organisée et massive d'une population indésirable du Rwanda vers le Zaïre. La supercherie d'un FPR pluriethnique, j'allais dire, où Hutu et Tutsi marchèrent main dans la main, a d'ailleurs vite volé en éclats. Les services de renseignement américains étaient parfaitement au courant de
au courant que l'alliance Hutu-Tutsi au sein du FPR était une duperie, mais cela arrangeait bien Washington. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de dire dans la plupart de mes émissions, que quand Kagame il dit ouais, les Hutus ont fui à l'est du Congo et ils sont tous des génocidaires, en réalité, parmi ces Hutus-là, il y avait des Tutsis. Pas des Tutsis modérés, mais des Tutsis qui étaient avec Kagame, que Kagame avait incrusté. Donc, avait consciemment placé au sein des Hutus pour permettre à ce qu'une fois au Congo, que ces Tutsis-là prennent des armes contre le Hutu et commencent ainsi à les exterminer dans la partie où ils ont été installés en arrivant au Zaïre. C'est en quelque sorte ça. Les États-Unis les savaient, mais voilà, c'est comme ça. Et ils n'ont rien fait. Lorsqu'il nous a été donné de consulter les archives du Conseil de sécurité à la découverte des lettres des représentants de la rébellion Tutsi s'opposant catégoriquement à l'envoi des troupes de l'ONU pour mettre un terme au génocide, au massacre des civils et à l'afflux des réfugiés rwandais vers le Zaïre a été une surprise mais confirmait parfaitement les intentions de Kagame et son action militaire sur terrain. Cette opposition catégorique à une intervention des troupes de l'ONU sur les terrains témoigne aussi de ce que la branche militaire du FPR, dirigée par Paul Kagame, était parvenue à dissimuler son plan d'invasion au Zaïre. Je vais essayer de mettre un mot rapidement avant de continuer. Ici, il y a des troupes de l'ONU, un peu comme des casques bleus, de MONUSCO, tout ce que vous voulez. L'ONU avait décidé de déployer ses militaires au Rwanda pour stopper l'hémorragie et rétablir la paix. Maintenant, Kagame ne voulait pas, parce qu'en réalité, il avait peur que les troupes... Parce qu'au sein de l'ONU, il n'y a pas que les États-Unis. Au sein de l'ONU, il y a la Russie, il y a la Chine, qui n'ont jamais été pour Kagame depuis que cette agression a débuté à l'est du Congo. Alors, par peur que d'autres pays membres permanents du Conseil de sécurité déploient leurs citoyens ou les militaires de leur pays à l'est du Congo, notamment entre la frontière avec le Rwanda, et qu'ils viennent découvrir qu'en réalité, il n'y a pas de tueries entre Tutsi et Hutu, mais c'est une milice qu'on appelle FPR, dirigée par Paul Kagame, qui est en train de massacrer les gens ici. Kagame ne voulait pas. Et en refusant l'offre des Nations Unies, il a réussi à contraindre cette organisation à rester loin de ce qui s'est passé à l'est du Congo. Et en restant loin, ils n'ont pas pu voir ce qui se passe à l'est du Congo et aussi au Zaïre par rapport aux citoyens, au Rwanda plutôt par rapport aux citoyens rwandais. Aujourd'hui, ceci constitue un fonds de commerce pour Kagame. Parce que non seulement à l'époque, il n'y avait pas assez de témoins qui pouvaient l'attraper dans la sauce, aujourd'hui, il utilise ce qu'il a commis comme des crimes dans les passés comme argument de pouvoir s'attirer la sympathie et le soutien du monde entier. Comme quoi, la France ne nous a pas aidés, les États-Unis ne nous ont pas aidés quand il y avait génocide. Et pourtant, les Nations Unies qui regorgent tous ces pays-là avaient décidé d'envoyer des troupes au Rwanda et c'est Kagame qui avait refusé. Vous comprenez la situation? Je continue. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont pourtant appuyé les FPR dans cette opposition à l'intervention ou au renforcement de la MINUAR. MINUAR, c'est un peu comme MONUSCO, non? Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda là-bas. La représentante des États-Unis à l'ONU, Madeleine Albright, a déclaré à cette occasion qu'il fallait plutôt laisser une force squelettique au Rwanda, ce qui était la pire des décisions que l'on pouvait prendre à ces moments-là, puisque le FPR disait lui-même qu'il y avait génocide. Donc, vous voyez clairement que le problème se situe au niveau de la collaboration entre Kagame et les régimes américains de l'époque. Les régimes américains qui avaient envoyé son envoyé spécial ici, tout ça. Mais malgré tout ça là, le Rwanda a tenu à repousser l'offre de l'ONU, ce qui signifie que le Rwanda était appuyé militairement par autre chose en dehors de l'ONU. Parce que je rappelle que dans l'ONU, il y a 5 pays membres permanents. Et tous les 5 pays membres permanents ne sont pas pour le Rwanda. Les États-Unis, l'Angleterre, la France sont en quelque sorte derrière Kagame. Mais la Russie, la Chine, faut prendre vraiment des distances avec ça. Et ici, c'est clair que non, les États-Unis à l'époque, c'était Bill Clinton, avec George Bush aussi, parce qu'ils se sont succédés. Ils n'ont pas voulu appuyer l'ONU pour que l'ONU s'impose à obtenir les déploiements militaires au Rwanda. Et Kagame a réussi à couvrir tout ça avec l'aide de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne et des États-Unis.
Et aujourd'hui, ils continuent à tirer profit avec même l'histoire des demandeurs d'asile qui vont bientôt arriver au Rwanda. Je continue, peuple congolais, avec la lecture. Comment peut-on déclarer qu'il y a un génocide et en même temps s'opposer à son arrêt par les troupes de l'ONU? Voilà la question très importante. Kagame n'a toujours pas réussi à expliquer pourquoi son mouvement s'est opposé catégoriquement à l'arrêt du génocide par les troupes onusiennes. En somme, y avait-il en réalité un intérêt à ce qu'il y ait des victimes Tutsis pour mieux préparer l'invasion du Zaïre? Ça, c'est la question. Il voulait sacrifier quelques Tutsis pour justifier que ben voilà, les Hutus ont tué ces Tutsis ici, donc il faut absolument qu'on poursuive les Hutus. Ou ils se cachent même là-bas au Zaïre, on va arriver pour les exterminer parce qu'ils sont génocidaires. Bla 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 bla. Je continue avec la lecture, très chers compatriotes. Alors, ici, on précise encore quelque chose. La question se pose car les soutiens anglo-américains de Paul Kagame semblent déterminés à poursuivre la guerre des conquêtes au Rwanda et sur les territoires du Zaïre dès 1994. Certains peuvent encore se demander si la conquête militaire du Rwanda et l'arrivée massive de réfugiés suffisent pour soutenir qu'il s'agissait bien d'un plan de conquête du Zaïre. La suite des événements et des chapitres apporte des nouvelles réponses à cette question. Je vais rapidement achever pour finir avec les premiers chapitres. Un câble diplomatique du département d'État américain Bureau of Intelligence of Research explique que les victoires militaires du FPR, tout comme l'effondrement du gouvernement intérimaire Hutu, de même que les départs massifs des populations rwandaises en exil du côté d'Isaïr là-bas, constituent un changement dramatique de la situation sur terrain. Seulement, face à cette situation, les États-Unis exprimaient le souhait d'envoyer des troupes au Rwanda pour aller porter secours aux réfugiés qui s'y trouvaient ou qui s'y trouvaient déjà au Zaïre. Cette idée semble pour le moins illogique. Refuser l'intervention de l'ONU pour arrêter les massacres et les génocides au Rwanda, mais laisser ensuite l'afflux des réfugiés envahir les territoires zaïrois pour prétendre envoyer des troupes protégées, ces mêmes réfugiés que l'on considère à Washington et à Kigali comme des génocidaires, ne paraît pas très cohérent. Ça, c'est plus clair que... Je ne sais même pas comment dire. C'est même trop clair ici. Les États-Unis n'ont pas soutenu l'ONU pour que l'ONU s'impose à déployer les militaires au Rwanda pour stopper les génocides. Parce que les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient pour Kagame avec son FPR, soi-disant parce que les Tutsis se faisaient tuer, il fallait que les Tutsis se vengent aussi des Hutus. Mais comment vous n'avez pas réussi? Parce qu'il fallait d'abord stopper. Pour éviter que les Zaïre ne soient déstabilisés, il fallait stopper la guerre au Rwanda pour stopper également l'afflux des personnes qui fouillaient vers les Zaïre. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont laissé les gens être massacrés par Kagame pour prendre la direction du Zaïre. Et ensuite, ils disent que non, et ils voulaient déployer, ou ils étaient sur le point de déployer des militaires pour sécuriser ce que Kagame et eux-mêmes occidentaux qualifient de génocidaires, mais pas au Rwanda, au Zaïre. En réalité, ils étaient là pour appuyer des Tutsis qui ont été incrustés au sein des Hutus pour déstabiliser les pouvoirs du Zaïre. Ça, c'est la vérité. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure qu'on va devoir évoluer avec différentes lectures. Quel est donc le véritable sens de cet envoi des troupes américaines au Rwanda alors que la guerre est pratiquement terminée et les génocides perpétrés? Les archives du président des États-Unis Bill Clinton livrent dans les pages qui suivent une partie de la réponse. En outre, l'accumulation d'importants moyens militaires anglo-américains au Rwanda en 1994 soulève des questions qui n'ont jusqu'à présent pas beaucoup retenu de l'attention. Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, on va débuter avec le deuxième chapitre qui s'intitule « Les déploiements militaires anglo-américains au Rwanda ». Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que les Américains n'ont pas voulu stopper les génocides au Rwanda pour préserver la vie humaine au Rwanda. Les États-Unis qui étaient déjà au courant, ou parce que c'est eux qui avaient dessiné ces plans-là, ont voulu envoyer les Tutsis et les Hutus à l'est du Congo pour comme ça, à partir de l'est, ce sera plus facile d'attaquer Mobutu qu'en étant au Rwanda. Vous voyez ?
Alors, c'est après ce qui qualifie de génocide ou après les atrocités qui ont eu lieu en 1994, que les Américains et les Anglais ont décidé d'envoyer les militaires. Mais pour qu'ils fassent quoi? Parce que la guerre était déjà terminée. Et il y avait des réfugiés au Congo déjà qui étaient accueillis, démobilisés et réinsérés dans la société. Pourquoi maintenant les Américains ont déployé les militaires là-bas? En réalité, ces militaires qui ont été déployés ont participé à des formations pour l'armée des Kagame, pour son FPR là. Comme ça, c'est eux qui ont exterminé les Hutus dans des camps de déplacés à l'est du Congo. Vous allez comprendre ça dans la suite logique de ce que je vous dis ici, peut-être après le deuxième chapitre, parce que j'en ai déjà parlé dans les émissions. J'en ai déjà parlé dans différentes sessions d'émissions. Et quand je vais les lire, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est un plan international contre le Congo. Et il faut vraiment qu'on soit suffisamment informé pour pouvoir nous prêter, à pouvoir nous préparer à pouvoir contre-attaquer de la meilleure des façons. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. Laissez vos avis en commentaire. J'espère que cette lecture vous a plu. Laissez aussi vos points de vue et vos suggestions. En tout cas, même sur WhatsApp, vous pouvez les faire. Et on se retrouve demain pour la suite. Prenez soin de vous.